Erev Tov, on a changé de format, mais on se retrouve quand même pour étudier le livre Oroth du Rav Kook. Et la dernière fois, on a Beshat Tova Umutzlachat, on a terminé toute la première partie de Oroth qui s'appelait Eretz Israël. Et donc ce soir, nous ouvrons la deuxième partie du livre de Oroth qui s'appelle Hamilchama, la guerre. Maintenant, avant de rentrer dans le texte en lui-même, il faut comprendre de quoi il s'agit. Tout d'abord, la guerre, c'est pas bien. C'est pas bien. La guerre, c'est pas bien. Personne n'est pour la guerre. Peace is good. War is not good. Le problème, c'est que quand on dit ça, il faut se poser quand même une question fondamentale. Si chacun d'entre vous se balade dans la rue et fait un sondage, sur 100 personnes sondées, si vous lui posez la question, toi, tu préfères quoi, la paix ou la guerre? Je pense que tu risques d'avoir un bon 90% et plus qui va te dire, je préfère la paix. Alors, si c'est vrai, comment ça se fait que c'est tout le temps la guerre? C'est-à-dire qu'au final, la guerre est faite par des hommes. Il semblerait donc que la guerre est quelque chose qui est inhérent à l'homme. Et c'est la raison pour laquelle il va falloir s'en occuper un petit peu. Le Rav Kook, ici, dans cette partie-là qui va s'appeler Hamilchama, va essayer de nous expliquer, pas comment on fait la guerre, c'est pas un stratège militaire, le Rav Kook, mais il va essayer de nous expliquer quels sont les enseignements qu'on va tirer de la guerre. Lui aussi pense que c'est mieux de ne pas faire la guerre. Mais si on fait la guerre, il faut savoir de quoi on parle. Très peu de rabbanim se sont penchés sur la question de la guerre en tant que truc construit. C'est-à-dire que tu as plein de rabbins qui ont dit, par exemple à propos de la paracha de Shoftim, de Kitetse, où on parle de la guerre, il y a plein de rabbins qui ont dit des choses sur la guerre. Mais en écrire un codex complet avec une réflexion derrière de A à Z pour essayer de comprendre les mécanismes, ce qui se passe, ce qui se joue, il y en a très peu. Le Rambam a fait ça, quand il a écrit Ilchot Melachim ou Milchemotehem. Donc c'est la dernière partie de son Yad HaChazaka, du Mishneh Torah. Et ici le Rav Kook, qui va écrire tout un paragraphe, toute une partie qui compte 10 chapitres sur la guerre. D'accord ? Pratiquement, si ce n'est pas pour dire tous les chapitres qu'on va évoquer là maintenant dans Hamilchama, ont été écrits pendant la guerre, pendant la Première Guerre mondiale. Ok ? Le Rav Kook voit et vit la Première Guerre mondiale. Il est bloqué en Europe. Il est bloqué en Europe. Le Rav Kook est monté en Israël depuis longtemps. Mais en 1913, il est invité par le Chafetz Chaim, entre autres, dans le congrès de Agudat Israël, congrès qui doit avoir lieu. Non, on ne parle pas du congrès sioniste à Bâle, on parle du congrès de la Agudat Israël, qui est plutôt pas favorable au sionisme, qui devait avoir lieu en Allemagne. Maintenant, il est invité au congrès, le Rav Kook se demande beaucoup s'il doit y aller, s'il ne doit pas y aller. L'une des questions qui va être une des grandes questions abordées lors de ce congrès, c'est le combat contre l'assimilation, et c'est ça qui va le déterminer en disant, bon, il faut que j'y aille. J'ai des choses à dire, il faut que j'y aille. Et il est invité en tant qu'invité d'honneur. Ce qui est toujours intéressant, c'est quand, malheureusement, aujourd'hui, dans certains milieux, le Rav Kook est un petit peu tourné en dérision. Ouais, ça, on ne connaît même pas, ou c'est un rabbin qui ne veut rien dire. Ou... quand on réfléchit 2 secondes et qu'on se remet dans l'époque, c'était un rabbin qui a été connu comme étant une sommité évidente dans le monde de la Torah. Parce que je vous dis qu'il est invité par le Chafetz Chaim, tout le monde connaît le Chafetz Chaim. Agudat Israël, c'est tous les rabbanim les plus connus du monde aujourd'hui Haredi. C'est eux qui ont décidé d'inviter le Rav Kook en tant qu'invité d'honneur. Par exemple, tout le monde dans le monde Haredi connaît le Chazon Ish. Évidemment. Maintenant, le Chazon Ish, quand il arrive en Israël, il n'y a que 2 rabbins, il s'adresse à plein de rabbanim dans des lettres, mais il n'y a que 2 rabbins, lorsqu'il s'adresse à eux, il leur dit Maran. Maran, c'est un titre extrêmement honorifique. Un des 2, c'est le Rav Kook. Donc il faut bien comprendre que le Rav Kook à l'époque était considéré comme étant une véritable sommité. D'ailleurs, c'est pas ce qu'on considérait, il était véritablement une sommité.
Donc le Rav Kook décide d'y aller. Seulement, il n'y aura pas de congrès parce que la guerre éclate. Hein, Franz Ferdinand là-bas à Sarajevo, ça part en cacahuète. Et résultat des courses, il y a la guerre. Dans un premier temps, le Rav Kook va aller en prison. Pourquoi il va aller en prison? Parce qu'il arrive en Allemagne, sauf que lui, il est russe. C'est la guerre. Finalement, il va être sorti de prison, il va arriver en Suisse. Il va arriver en Suisse, il va rester pendant 1 an et demi en Suisse chez un monsieur qui s'appelle Mark Kimchi. Et ensuite de là, en Angleterre, on va entendre parler de lui. Et donc on l'appelle à Londres pour qu'il devienne le rabbin de la communauté de Marzikei Adat de Londres. Le Rav accepte, à la condition que dès qu'il peut rentrer en Israël, il rentre. Finalement, il rentrera en 1921. Là-bas, il se balade, Hyde Park, et c'est là-bas qu'il écrit des livres incroyables. Par exemple, Resh Milin. Resh Milin, c'est un tout petit livre sur le Aleph Bet, qui est totalement uniquement de la Kabbalah, et qui est écrit là-bas. Mais il écrit également pratiquement toutes les parties de Hamilchama, en plein milieu de la Première Guerre mondiale. D'accord? Arshav, Hamilchama, quand on se regarde un petit peu dans la Torah, est-ce qu'on nous dit qu'il faut faire la guerre? Oui. Oui, mais on aimerait bien s'en passer, ou oui, les khatrila? Il faut le faire. C'est-à-dire dans quel cas? Ah, mais on n'est pas obligé de faire la guerre. Milchamet Kodesh. C'est quoi Milchamet Kodesh? Est-ce qu'on est obligé de faire la guerre quand on rentre en Israël? Ah, donc on n'est pas obligé de faire la guerre. C'est-à-dire que dans un premier temps, on ne doit pas sortir les armes. Dans un premier temps, on doit leur dire, regardez, on arrive, c'est notre terre, Dieu nous l'a donnée, donc on a prévu de s'installer, mais on n'a pas prévu de vous faire quoi que ce soit. Donc, si vous voulez, vous pouvez partir. Et on est même disposé à vous aider à partir. Il y en a un qui a fait ça. Un des peuplades cananéennes, il a fait ça, il est parti. À Girgashi. Il est parti, et où est-ce qu'il est parti s'installer? C'est où, Africa? C'est grand, l'Africa. Non, Africa, dans le langage de nos sages, c'est la goulette. Il est parti en Tunisie. À Tunis. Et là-bas, ils ont créé un empire qui s'appelle l'Empire de Carthage. Ok? C'est à Girgashi. C'est des Cananéens. Bien sûr. Non, dans la ville-là. Bekitsour, donc ça, c'est une façon. Maintenant, j'ai pas envie de partir. D'autres options sont présentes. Par exemple, non. Enfin, convertissez-vous, on ne leur propose pas. Non. On leur propose de se convertir au judaïsme. Tu me dis qu'on est en train de proposer à un peuple entier de se convertir au judaïsme. Montre-moi. Moi, ce que je me rappelle, c'est qu'on leur propose le shalom. C'est-à-dire, on leur propose d'être en Mahamad de Ger Toshav, pas Ger Tzedek. Ger Tzedek, c'est se convertir, tu deviens juif. Il n'y a aucun moment, on propose à un peuple de se convertir, c'est contraire à la halakha. La conversion, c'est des yechidim. Et encore, jamais on encourage à la conversion. Parce qu'on admet dans le judaïsme que chaque identité humaine, elle a sa place. Donc si tu n'es pas né juif, c'est très bien. Pourquoi tu veux devenir juif? Par contre, on leur propose d'être Ger Toshav. C'est-à-dire d'accepter Sheva Mitzvot Bnei Noach et d'être une minorité respectueux de l'état dans lequel ils se trouvent. Et il n'y a pas de problème. On te donnera la protection, on te donnera tout ce que tu veux. C'est ce que vont faire les Givonim. Bon, eux, ils vont le faire de manière complètement sournoise. Mais au final, leur statut va devenir un statut de Givonim, de Ger Toshav. Si tu ne veux pas partir et que tu ne veux pas être sympa avec nous en restant ici en tant que minorité, alors on va t'éclater. Mais tu aurais pu m'amener comme argument, il y a une guerre, les Khatrila. Amalek. Amalek, c'est les Khatrila. Et on voit également une autre guerre, mais qui n'est pas les Doroth, qui est uniquement à un moment donné, qui est un ordre d'Akadosh Baruch Hu, qui dit il faut éclater Midian. Maintenant, ces guerres-là ont posé un grand problème au Rav Moshe Dr Zaydel. C'est comme ça que le Rav Kook l'appelait. Un Rav Moshe Dr Zaydel.
il mettait d'abord le titre Rav devant son nom juif et son titre académique devant le nom Goy. Il s'appelait Moshe Zaidel. Il était Rav et il était également docteur. Donc il l'appelait Arav Moshe Docteur Zaidel. Et dans l'une des questions qu'il lui a posées, parce que le docteur Zaidel, il était un étudiant de la yeshiva Telz. Ok? Et il avait des grandes questions de Emouna. À qui on pose des questions de Emouna à l'époque? Au Rav Kook. Donc il lui posait plein de questions, ils n'habitaient pas au même endroit, mais sous forme de lettres. Et une des questions qu'il lui pose, c'est mais comment ça se fait que la façon de faire les milchamot dans le Tanakh et ce que Dieu nous demande de faire, c'est tellement violent. Parce que attention, les conventions de Genève, elles ne sont pas respectées dans le Tanakh, il n'y a pas de problème. La guerre de Midian, aujourd'hui, on se ferait lyncher. Mais lyncher. Vous savez ce qui s'est passé dans la guerre de Midian quand même? On a fait la guerre, on a tué tout le monde. Et les Bnei Israël, ils se sont fait un petit kiff. C'est quoi le petit kiff? Ils ont pris des shvouim, ils ont pris des esclaves, des prisonniers qui deviendront des esclaves. C'était la coutume à l'époque. Seulement Moshe, il n'avait pas dit qu'il fallait prendre des esclaves. Quand il arrive pour voir un petit peu les résultats de la bataille et qu'il voit le camp de prisonniers, il dit mais pas du tout, on ne fait pas de prisonniers. Donc, je comprends votre besoin avec les femmes. Donc, toutes les femmes qui sont encore vierges, vous pouvez les garder. Mais tous les autres qui sont hommes, femmes, enfants dans le camp de prisonniers, vous les massacrez. Ils sont déjà prisonniers, hein, c'est fini la guerre. Ça sent pas bon cette histoire. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est quoi cette histoire avec Amalek où il faut tuer tout le monde? Hommes, femmes, enfants, bétail, machin, les 7 peuplades cananéens, hommes, femmes, enfants. C'est très 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 violent. Et le Rav Kook lui répond, il dit Bele inyan amilchamot. Dans ce que tu demandes sur les guerres, il faut que tu comprennes une chose. Tu ne peux pas t'imaginer, avec tes yeux actuels, à quel point la société cananéenne était pervertie et dépravée. Est-ce que vous pouvez vous imaginer ce que c'est les Cananéens? Non, on ne connaît pas bien les Cananéens. Mais je vais vous aider. Les Romains. Vous connaissez les Romains? Sdom, ce n'est pas des Cananéens d'Afka. Ok? Mais les Romains, vous connaissez les Romains? Ils avaient des mœurs plutôt bonnes ou plutôt pas bonnes? Hein, plutôt pas bonnes. Je sais pas, mais quand tu fais ton sport national, les gladiateurs et les jeux du cirque, le respect de la vie, c'était pas forcément leur tasse de thé. C'est-à-dire? Ni la tzniut. Maintenant, les Romains, dans le siège de Carthage, les historiens romains qui font le siège de Carthage, avec l'armée romaine, vont écrire. Et ils écrivent, l'armée romaine rentre en panique. Ils sont choqués de ce que font les Carthaginois. Qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, pour s'assurer la victoire contre les Romains, ils vont balancer 300 bébés du haut des murailles en sacrifice aux dieux. Ça choque même les Romains. Donc, tu t'imagines ce que c'est les mœurs chez les Carthaginois, qui ne sont d'autres que les descendants des Cananéens. Les mêmes divinités, les mêmes langages, même trucs. Donc, il faut qu'il dise au docteur Zaidel, tu dis, je ne comprends pas. Les Cananéens, ils étaient tellement pourris, et la société là-bas, elle était tellement pourrie, que quand tu te bats contre un loup, tu ne peux pas te la jouer agneau. Et tu ne peux pas te la jouer loup non plus. Il faut minimum te la jouer dinosaure, T-Rex. Lama, kedelatil pachad al praim, pour faire peur à ces barbares. Pourquoi? Pour qu'une fois que tu as calmé tout le monde, le moussard, la morale juive, puisse s'installer. Le bien puisse s'installer. Donc des fois, ouais. Des fois, ouais. Et là, je lance un appel à tous ceux qui veulent l'entendre. Quand on est en guerre permanente, comme on l'est depuis 70 ans avec nos voisins qui ne sont pas très contents qu'on soit là, et dans la société israélienne, il y a toujours ce même cri de dire, parce que c'est quand même fantastique, hein, je ne sais pas, je n'ai pas compté le nombre de roquettes qui sont tombées depuis ces derniers jours. Mais on n'est pas... Hein, combien? 460. Combien? 460. Allez, on va arrondir à 500. Hein, on peut, parce que peut-être qu'entre le moment où on parle et le moment où on parle, il y en a une quarantaine qui sont tombées. Et nous, quoi? On a fait quoi? On a attaqué des cibles à l'intérieur de la Retsoa. C'est une plaisanterie. Minimum, il faut envoyer 500 missiles.
Minimum. Sans prévenir à l'avance. Bah, évidemment, sans prévenir à l'avance. Ah ben non. Comme eux, et au hasard. C'est parce qu'il y a pas eu- Au hasard. c'est parce qu'il y a pas eu- Minimum. Mais minimum. Maximum, il faut faire autre chose. Ah, maman, ce qu'on entend dans la société israélienne, c'est on va pas se mettre à leur niveau quand même. Eh bien, Tchouva, c'est Ken, il faut se mettre à leur niveau. Il faut se même mettre pire que leur niveau pour les calmer un bon coup. Maintenant, le danger, c'est quoi? Non, parce qu'on ne se met pas à leur niveau, on ne parle pas leur langage. On continue à leur parler un langage de vas-y, continue, ça marche. Donc, pourquoi tu veux qu'ils arrêtent? Maintenant, le danger, c'est quoi? C'est que si tu descends au niveau de celui qui te frappe, que ça te rende pourri à l'intérieur. C'est un danger. C'est un danger. Qu'est-ce qui nous garde de ce danger? Torah Hashem. C'est ça? Maintenant, ça veut dire que En Malasot, il fallait éclater les Cananéens à l'époque. La Milchama, le Rav Kook ne parle pas que ici de la Milchama du peuple juif, des guerres que les juifs doivent faire. Il parle de la notion générale de guerre. D'accord? Alors venez, je vous propose de rentrer maintenant dans le vif du sujet. Donc, Amil Chama, Perek Aleph. D'ailleurs, je suis désolé de ne pas vous avoir fait de photocopie. J'ai oublié. C'est ma faute. C'est ma faute. Ou alors, vous décidez que c'est bien dans votre bibliothèque d'avoir un livre de Horot. Et comme ça, vous l'amenez tous les jeudis soirs. C'est une idée aussi. C'est ça? On peut faire un achat groupé. On peut. Kesheyesh milchama gedola ba'olam. Alors, Fouque, c'est de quoi il parle? Il parle en plein milieu de la Première Guerre mondiale. En termes de milchama gedola, à son époque, il n'y en a pas eu d'autres plus grandes. Alors, certes, il n'a pas connu la Deuxième Guerre mondiale, mais bon, la Première Guerre mondiale, c'est quand même 30 millions de morts, c'est pas mal en termes de grandeur de guerre. Ksheyesh milchama gedola ba'olam, où on devrait dire, plus la milchama, elle est grande, mitorer koach Mashiach. Ouah. Bizarre ça. Plus la guerre elle est grande, plus le dévoilement du Mashiach se met en place. Lama. Encore une fois, le Mashiach il peut venir sans guerre. Hein, que les choses soient bien claires. Mais si déjà il y a la guerre, et en plus si c'est une grande guerre, mitorer koach Mashiach. Lama. La guerre, ça fait bouger les choses. Par définition. Qu'est-ce qui bouge en temps de guerre? Qu'est-ce qui évolue en temps de guerre? L'histoire, tout à fait. Mais tout, les avancées technologiques, les avancées médicales, les avancées, tout. Quoi non? Quoi non? On n'investit pas assez dans la recherche. Ce qui est connu et développé, un avion type, on va développer un avion parce qu'on a besoin pour la guerre, mais pour tout ce qui est médical et tout ce qui est tout le reste, si on n'a pas besoin spécifiquement pour la guerre, on ne va pas le développer. Mais tu plaisantes. Toutes les découvertes qui ont été faites pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale, aussi au niveau médical, pas forcément parce qu'ils avaient besoin. Des fois, ils ont besoin, des fois, ils n'ont pas besoin. Mais bien sûr que ça a à voir avec la guerre. Par exemple, la bombe atomique a été développée Oui. en rapport avec le Japon. Donc en rapport avec la guerre. Oui, c'est ce que... parce que je te dis très bien, mais je suis d'accord avec toi. On n'a rien développé sur le cancer, par exemple. Mais on n'a rien développé sur le cancer parce que... j'ai pas parlé d'un truc spécifique. J'ai pas parlé d'un truc spécifique. Non, mais pour avancer, il faut des capitaux. Quand tous les capitaux sont T'as pas compris. sont dirigés vers quelque chose de spécifique, Oui. les choses spécifiques elles-mêmes sont développées, les autres choses spécifiques ne sont pas développées. Mais... Pendant la guerre, il y a énormément de sacrifices, les gens ils n'ont pas vécu, ils ont donné toute leur énergie pour la machine de guerre. C'est pas, ils ont donné... C'est pas l'idéal, c'est d'avoir on n'est pas en train de se contredire. Hein? On n'est pas en train de se contredire. Non, je dis que tout évolue. Je généralise complètement. Je ne fais que généraliser. Je ne viens pas dans le spécifique. Tu me dis, on n'a rien trouvé sur le cancer. Évidemment, il n'y a personne qui, en temps de guerre, va se poser dans un laboratoire pour parler d'un sujet qui n'a rien à voir. On est bien d'accord. Mais pendant la guerre, il va y avoir plein de sujets médicaux qui vont être liés à la guerre. On va te balancer du gaz moutarde. Eh ben, on va être obligé de commencer, des scientifiques, des médecins, machin, qui vont essayer pour les soldats, d'essayer de voir comment est-ce qu'on peut traiter ça. Eh bien, ça va être des avancées
médicales qui, plus tard, deviendront des avancées médicales parce qu'après la guerre, on va pouvoir se poser par rapport aux différentes trouvailles qu'on a fait dans le Zman qu'on n'avait pas le choix. Parce que ça va créer des avancées. Un truc qu'on n'a pas le droit de dire non plus, que je ne vais pas dire, qui n'est pas filmé, mais il y a énormément d'avancées médicales qui viennent des camps de Pologne, de la Deuxième Guerre mondiale. Parce qu'il y a eu plein d'expériences médicales qui ont été faites dans des conditions terribles, et je n'ai pas besoin de développer, mais il n'empêche que les rapports de ces expériences médicales ont été mentionnés, certains on en a retrouvé, et ça a amené des choses. Ça a amené des choses. Est-ce qu'on aurait préféré s'en passer? Évidemment. Est-ce qu'on aurait préféré qu'il n'y ait pas la guerre? Évidemment. Mais il n'empêche que la guerre fait évoluer les choses. Pas toujours dans le bon sens, mais des fois dans le bon sens. Que ce soit dans le domaine de la technologie, dans le domaine de l'évolution des idées. Parce qu'on n'a pas le choix. Les idées évoluent pendant la guerre et surtout après la guerre. Et donc le Rav Kook te dit, quand il y a une petite guerre, les choses évoluent petitement. Quand il y a une grande guerre, les choses évoluent grandement. Par exemple, la fin des guerres napoléoniennes, on vu quoi? Qu'est-ce qui a évolué dans le monde après la guerre napoléonienne? L'avènement de deux choses, des idées républicaines et la révolution industrielle, qui a été commencée pendant les guerres napoléoniennes, à cause de la guerre. Qu'est-ce qui a évolué après la Première Guerre mondiale? Qu'est-ce qui est sorti de la Première Guerre mondiale? Non, mais pas que dans le domaine de la technologie. Tu as raison, au niveau technologique, l'aviation a fait un bond énorme. Mais pas que au niveau des idées, je te parle. Sociale, après la Première Guerre mondiale? Pas tant que ça. Ah, tu parles de ça. Si voilà, pas, ok, d'accord, pas des acquis sociaux au niveau financier. D'accord, d'accord. La condition de la femme, ok, d'accord. Alors ça, tu rentres dans la technologie, encore une fois. Il y a eu plein d'avancées technologiques, bien évidemment. La coopération internationale. Oh, vous avez entendu parler d'un truc qui s'appelle la SDN? C'est la première fois qu'on s'est mis dans la tête qu'il fallait créer une organisation des nations. Ça n'a pas beaucoup aidé. Ça n'a pas vraiment marché. C'est d'accord. Mais l'idée était là. Non, mais c'est barour. Encore une fois, je ne dis pas que tout marche tout de suite, mais il y a eu un changement dans les idées. Il y a un autre truc qui s'est passé aussi de la Première Guerre mondiale, qui a beaucoup changé. Enfin, qui a fait changer plein de choses. D'abord, il y a eu les révolutions russes, qui marquent la fin, c'est-à-dire qui marquent la fin des monarchies en Europe. Il reste l'Angleterre, mais l'Angleterre ne marche plus comme une monarchie depuis bien longtemps. Il y a un monarque, mais c'est plus comme ça qu'est réglée l'Angleterre. Et il y a eu le mandat britannique sur Eretz Israël et la déclaration Balfour. Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, et en particulier en Eretz Israël. Donc, nous dit le Rav Kook, Sheyesh milchama gdola, les choses bougent. Alors oui, il y a des choses terribles, mais les choses bougent. Et le Rav Kook, c'est toujours son truc de regarder le monde avec une vision de kabbaliste, c'est-à-dire une vision globale. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de cœur déchiré pour le cas particulier. Mais il faut avoir cette vision globale. Sheyesh milchama gdola ba'olam mitorer koach Mashiach. Lui, il sait de quoi il parle. Il y a eu la déclaration Balfour. Mazé Kachour avec le Mashiach. On avance dans l'état. D'où est-ce que vous savez que va y avoir l'avènement du Mashiach? Ça sera quand l'avènement du Mashiach? Eh bien, d'après les Nevi'im, c'est quand la parole de Dieu se répandra jusqu'à où? C'est quoi les quatre coins? Il n'y a pas marqué les quatre coins du monde, il y a marqué Adaïm Arechokim. Aïm Arechokim, les îles éloignées. Est-ce qu'on parle des Fidji? Est-ce qu'on parle de la Réunion? Alors, pour Rabbi Menaché ben Israël, c'est le XVIIe siècle. Il habite à Amsterdam. Et Rabbi Menaché ben Israël, il comprend ce verset comme étant la Grande-Bretagne. Il dit, il faut qu'il y ait des Juifs en Grande-Bretagne. S'il y a des Juifs en Grande-Bretagne, c'est l'avènement du Mashiach. Parce que ça fait 500 ans à peu près qu'il n'y a plus de Juifs en Angleterre, ils sont interdits. Mais à ce moment-là, il y a un changement de Shilton en Angleterre. On vient de décapiter Charles II.
Et qui l'a remplacé? Non. C'est un autre régime qui est mis en place, un régime totalitaire, dirigé par un bonhomme protestant, fan de la Bible, qui s'appelle Cromwell. Donc le Rav Menashe Ben Israël se dit, c'est peut-être le moment d'aller le voir. Il va le voir. Il dit, il faut que tu autorises les Juifs à venir en terre d'Angleterre. C'est la réalisation de la promesse des prophètes. Lui, il est assez biblique. Pourquoi pas? Maintenant, il va y avoir donc une petite communauté qui va arriver, communauté d'Amsterdam, qui va arriver à Londres. Petit à petit, cette communauté va grandir, va grandir, va grandir, va grandir, va grandir. Il va y avoir une communauté juive en Angleterre. Si bien qu'il y a une communauté qui va appeler le Rav Kook à être rabbin de la communauté et qui va arriver en Angleterre à ce moment-là, au moment où on est en Première Guerre mondiale, au moment où l'Angleterre, avec le général Allenby, qui va arriver à prendre la Palestine de la main des Ottomans. Merci. Et lorsqu'il va faire ça, le ministre des Affaires étrangères, Lord Balfour, parce qu'il a plein de contacts, en l'occurrence notre ami Chaim Weizmann. Il a fait quoi, Chaim Weizmann? Tiens, des avancées technologiques, scientifiques. Pas que la dynamite, il a 42 brevets à son actif. Et pour la plupart, ils sont dans le tronc médical. Parce que c'est un chimiste. Maintenant, Chaim Weizmann est aussi un fervent protagoniste de l'organisation sioniste mondiale. Résultat des courses, shalom shalom. Résultat des courses, il propose à l'Angleterre de vendre les brevets, mais pas contre de l'argent. Contre une promesse de reconnaissance d'un État juif. Ok, très bien. Donc on y va. Seulement, M. Balfour, avant de balancer sa déclaration, il y a des gens qui viennent lui dire que ce n'est pas une bonne idée. C'est qui les gens qui viennent lui dire que ce n'est pas une bonne idée? Des juifs. Les rabbins de Munich. Les rabbins de Munich qui sont contre le sionisme. Et donc, ils sont venus en Angleterre pour parler devant le Parlement, pour leur dire « mais on n'en veut pas de ta déclaration ». Fort heureusement, ces rabbins de Munich étaient de nationalité allemande. Ennemis de l'Angleterre, on ne les a pas laissés parler. Seulement, entendant ça, M. Balfour se dit peut-être que finalement je vais faire un bide avec ma déclaration. Donc il va demander à certains juifs de Londres proches du gouvernement, qu'est-ce que vous en pensez? Même réaction. Non, c'est pas une bonne idée, nous on est des Anglais de confession israélite. Seulement, il y en a un qui dit, bon, si déjà vous parlez de la Palestine, vous savez qu'en ce moment, il y a un rabbin qui vient de Palestine, qui est à Londres. Il dit, ah bon? Oh oui, le Rav Kook. Bon, ben, je vais aller le voir. Et le Rav Kook, comme il n'était pas allemand, mais qu'il était russe, qui était allié de l'Angleterre, ben lui, on l'a laissé parler. Et il a dit à M. Balfour, c'est très bien ce que tu fais, continue. Et finalement, il va être un des acteurs principaux à ce qu'il y ait la déclaration Balfour. Donc vous comprenez que lorsqu'il parle de Koach Mashiach, il sait très bien de quoi il parle. De concret, de politique. Le Mashiach, c'est d'abord et avant tout un homme politique. D'accord? Et Azamir Igia. Moi, c'est Et Azamir Igia. Ça vient d'où ce bitouille? Il y a des Sfaradim ici? C'est l'habitude de dire Shir HaShirim avant Shabbat? Et Azamir Igia. C'est dans Shir HaShirim. C'est la Géoula. Mazé Azamir. Mazé Mazmera. Non, pas Zimra. Mazmera, c'est un ustensile d'agriculture. C'est l'ustensile avec lequel on défriche le champ et on enlève la mauvaise herbe. Et on garde la bonne. Et Azamir Igia. Mais ça ne suffit pas. Et Azamir Igia, c'est un verset. Et Azamir Igia vekol ator nishma ba'artzenu. Ma ze hadavar hazeh? Et Azamir Igia vekol ator nishma ba'artzenu, c'est la Géoula. Qui en a fait son cheval de bataille? Le Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna et ses élèves, qui ont dans le plus grand secret écrit un livre, qui est resté secret pendant 100 ans, qui s'appelle Kol Ator. Mais c'est Kol Ator, Kol la voix, Ator, de quoi? De 600. Tor, c'est en Gematria, 600. De quoi il parle? De l'année 5600. Tavresh. Parce que d'après le Gaon de Vilna, la Géoula commence en l'an Tavresh. 5000 Tavresh.
En français, ça fait 1840. La révolution industrielle. La Géoula. Maintenant, les élèves du Gaon de Vilna ont écrit un livre qui retrace les paroles du Gaon sur cette dimension de la Géoula. Aujourd'hui, on peut le trouver, un livre extraordinaire. Et Azamir Igia, Zamir Aritzim, Areshaim Nikradim Minaolam. C'est ça que ça fait la guerre. Ça tue les méchants. Nachon? Bon, ça tue aussi des gentils. C'est ça le problème. Nachon. Et donc, qu'est-ce qu'il te dit? D'abord, on va s'occuper des méchants, après, je m'occuperai des gentils qui sont morts. Mais d'abord, qu'est-ce que ça veut dire, les méchants qui meurent? Bah, Areshaim Nikradim Minaolam. Donc, Aolam Midbasem. C'est quoi Midbasem? Il se met du parfum. C'est-à-dire, ils sont meilleurs. Ils sont meilleurs, c'est mieux. Les méchants, ils sont plus là, c'est mieux. C'est mieux, c'est mieux. Le monde, il est mieux sans les méchants. Maintenant, vous allez me dire, attends, c'est un peu trop facile. Qui décide qui est méchant et qui est gentil? Hein, les vainqueurs, c'est eux qui écrivent l'histoire. Non, slicha lo. Il y a une notion qui est le bien, il y a une notion qui est le mal. Vous savez qui c'est qui nous a appris ça? Winston Churchill. Ce n'était pas le plus grand sadique qui soit, mais à un moment donné, en 1941, il n'a absolument aucun intérêt de continuer la guerre avec Hitler. En 1941, avant décembre 1941, les États-Unis ne sont pas encore en guerre et Hitler a gagné toute l'Europe. C'est terminé. Il a gagné. Les seuls qui sont encore en guerre contre l'Allemagne, c'est l'Angleterre. Il y a la Russie vite fait, mais sauf que pour l'instant, il n'y a pas de problème parce qu'on est encore en pacte de non-agression avec Staline. Donc c'est mon allié. Churchill a tout intérêt de signer une paix avec Hitler, parce que Hitler a compris qu'il ne pouvait pas prendre l'Angleterre, de signer une paix, de devoir payer certainement un tribut à l'Allemagne, mais comme ça, c'est terminé. Ça y est, c'est terminé. Mais à ce moment-là, Churchill va dire « Je reste en guerre parce qu'on ne peut pas laisser le mal gagner ». Il y a une notion objective de ce qui est le bien et ce qui est le mal. Donc, dans les guerres, Areshaim nikradim minaolam. Ve'olam mitbasem. Ve'kol hator nishma ba'artzenu. Le bitouille dont je vous ai parlé. Mais bon, il y a aussi des gentils. Ici, les gentils, ils les appellent ayechidim. Ayechidim anispim belo mishpat. Il y a des gens qui meurent et c'est pas juste. C'est la guerre qui veut ça. C'est pas juste. שניסים ולא משפט, סליחה, שבתוך המהפכה של שטף המלחמה, il ne devrait pas mourir sur un normalement. Mais la milchama, ça fait mourir des gens qui ne méritent pas. Alors peut-être que dans les cieux, ils méritaient, mais ça ne nous regarde pas. Ils ne méritent pas. Yesh ba mimidat mitat tzadikim amechaperet. Le Rav Kook nous dit, les gens bien qui meurent dans la guerre, il ne parle pas que des juifs, hein. C'est quelque part mitat tzadikim mechaperet. C'est une notion qui est très profonde. C'est quoi mitat tzadikim mechaperet? A tzadik mechaper alador, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que c'est kapara? C'est kapara. Les chaber, les azen. Kapara, c'est izun. C'est quoi izun? Prenons un cas très simple. Shimon et Lévi. Les deux sont tzadikim. Ok? À un moment donné, Shimon tue Lévi. Donc Shimon est passé de tzadik, il est devenu Racha. Lévi, de vivant, il est devenu mort. Il est mort. Maintenant, Shimon décide de faire tchouva. De Racha, il redevient tzadik. Le problème, c'est que Lévi, il est toujours mort. Donc il y a un déséquilibre qui s'est créé. La kapara de Shimon, ça va être quoi? De deux choses l'une. Soit il est capable de ressusciter Lévi, soit on va tuer Shimon. Le Beddin va mettre à mort Shimon. Ça va rééquilibrer les choses. La kapara, c'est rééquilibrer le désordre qui a été mis dans le monde suite à la faute. Atzadik ou mechaper. Mitat atzadik, des fois, c'est ça qui remet la balance en place. Et donc le Rav Kook te dit, ces gens-là qui sont partis, alors qu'ils ne méritaient pas de partir, c'est des gens bien. Zemitat tzadikim mechaperet. Okay, c'est-à-dire qu'on doit avoir un regard extrêmement bienveillant sur les gens qui sont partis et qui ne méritaient pas de partir.
En l'occurrence, dans la Première Guerre mondiale, on parle de millions de personnes. Ok? יש בה ממידת מיתת צדיקים המכפרת. עולים הם למעלה בשורש החיים ועצמות חייהם, מביא ערך כללי לטובה ולברכה, אל כלל בניין העולם בכל ערכיו ומובניו. Le souvenir de ces gens-là amène le monde à devenir meilleur. Bah ouais, c'est vrai. Toutes les cérémonies du souvenir, tous les moments où on essaye de se rappeler de la vaillance de ces gens, les justes parmi les nations dans la Seconde Guerre mondiale qui ont mis leur vie en danger, des fois ont été tués parce qu'ils ont essayé de sauver des gens, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ça amène à un monde meilleur. Bien sûr qu'on préférait s'en passer, mais au final, ça amène à quelque chose de meilleur. ואחר כך, כתום המלחמה, מתחדש העולם ברוח חדש, ורגלי משיח מתגלים ביותר. מה זה רגלי משיח? Les pieds du Mashiach, c'est quoi? C'est quoi là? Ça sert à quoi les pieds? C'est ce qu'il fait en français. רגלי משיח, c'est tous les ta'alichim, toutes l'évolution qui va amener au. Donc il a dit que Tom Amilchama, à la fin de la guerre, mitchadesh haolam ברוח חדש, ורגלי משיח מתגלים ביותר. ולפי ערכה של גודל המלחמה, בכמותה ואיכותה, ככה תגדל הציפייה לרגלי משיח שבה. Plus la guerre est grande, tant en quantité qu'en qualité, plus on peut attendre à un dévoilement plus important. Lui, il parle... C'est quoi la qualité de la guerre? Non, c'est-à-dire que c'est pas... c'est en quantité Pour dévoiler encore plus. Et la qualité, c'est-à-dire que c'est une guerre qui est très très étendue, pas seulement au niveau militaire, mais également au niveau de ce que ça représente. Il y a eu plein de guerres dans l'histoire où c'était juste une guerre de territoire. Ça ne représente pas grand-chose, une guerre de territoire. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire qu'il faut espérer la guerre pour avoir le Mashiach. Non, non, j'ai dit au tout début, j'ai dit le Mashiach il peut venir aussi sans la guerre. Mais je dis que si jamais il y a la guerre, il faut savoir y voir ce qui est en train de se dévoiler. Mais bien sûr qu'il peut y avoir 100, évidemment. Et on prie qu'il y ait 100. Mais s'il y a, il faut être capable de dévoiler aussi ce qui se passe là-bas. Et particulièrement si c'est une guerre mondiale, c'est-à-dire une guerre de grande envergure. Il est évident qu'il y a un dévoilement de Dieu qui se joue là-bas. Oui, mais Gog et Magog, ce n'est pas forcément une guerre militaire. Je veux dire, il y a plein de commentateurs qui ont déjà expliqué ça peut être autre chose qu'une guerre militaire. Pourquoi pas, par exemple, une guerre diplomatique, une guerre médiatique. Aujourd'hui, on peut faire tomber des régimes sans verser un coup de feu, sans verser une goutte de sang. Hein? Lieberman, il ne va rien faire tomber du tout. Il est parti. C'est-à-dire, il est parti, je crois, hier. Il est tov. Ok? ורגלי משיח מתגלים ביותר, ולפי ערכה של גודל המלחמה, בכמותה ואיכותה, ככה תגדל הציפייה לרגלי משיח שבא. מלחמת העולם של עכשיו. Donc il parle de la Première Guerre mondiale. ציפייה נוראה, גדולה ועמוקה יש בה. Oui, il dit cette guerre-là, ouah, il va se passer un truc de ouf. D'abord parce que le Rav Kook, il décrit, bon, il ne le décrit pas ici, mais dans d'autres Piskaot, il va expliquer que la Première Guerre mondiale, c'est le stempel, le tampon officiel de l'échec du christianisme. De l'échec du christianisme. Non, l'échec du christianisme. Pourquoi? Parce que le christianisme, c'était quoi? Mais c'est quoi l'idéal du christianisme? Aimez-vous les uns les autres, aimez vos ennemis, machin. Il faut s'aimer. Et c'est l'Europe chrétienne qui a fait la Première Guerre mondiale, qui a massacré plus de 30 millions de personnes. Je n'ai pas dit que c'est l'Église qui a fait la Première Guerre mondiale, j'ai dit que c'est l'Europe chrétienne, les fondements spirituels de l'Europe sont chrétiens, et à l'époque, il n'y a pas encore de questions identitaires à ce niveau-là. Eh bien, c'est cette Europe-là qui a fait le plus grand bain de sang que l'histoire n'avait jamais rencontré. Donc pour le Rav Kook, c'est comme tu dis, tu as un mec qui prend une classe à l'école de la Kita Aleph jusqu'à la terminale,
il les a éduqués pendant 12 ans, et la Messibat Sioum de l'école, il y a un mec qui vient poignarder son camarade. On dit au prof, quoi, c'est ça tout ce que tu leur as enseigné? Il dit non, mais moi j'ai dit qu'il fallait bien se comporter. Ah, mais si c'est ça la conclusion, c'est que ton message, il n'est pas passé. Hein. Donc il dit, la Première Guerre mondiale, c'est l'échec du christianisme. Puisqu'il y a échec du christianisme, on va pouvoir commencer à dévoiler autre chose. Et donc il dit, Amilchama arshavit, yesh bat tzipiya gdola, noraa ve'amuka. מצורף לכל גלגולי הזמנים והוראת קץ המגולה של ההתיישבות ארץ ישראל. Dit cette guerre-là, non seulement il y a une tsipia incroyable pour ce que je viens de vous dire, mais en plus, parce qu'elle va de pair, et ça évidemment que c'est Dieu qui a décidé ça, elle va de pair avec קץ המגולה, הוראת קץ המגולה של התיישבות ארץ ישראל. מה זה הוראת קץ המגולה? קץ המגולה, c'est un bitouille. C'est une expression qui vient du Talmud, qui nous dit que quel est le signe de la Géoula? Quel est le signe que c'est la Géoula? Que En lecha ketz megoulé misé, dit le Talmud, il n'y a pas de fin dévoilée plus que celle-là. C'est quoi le signe évident que c'est la Géoula, qu'on ne peut pas se tromper? Que la terre d'Israël redonne ses fruits. Ce qu'on appelle Ityashvut Eretz Israël. Ça, c'est une Gemara dans Maseret Sanhedrin. Il y a un Rav qui a dit que ce n'est pas une preuve de la Géoula. Et c'est très compliqué ce qu'il a dit. Il a dit que, c'est le Rabbi Lubavitch qui a dit ça, que dans la mesure où le Rambam, dans le Ilchot Melachim, chapitre 11 et 12, lorsqu'il parle des processus de la Géoula, il n'a pas du tout fait allusion à la résurrection agricole de la terre d'Israël, bien c'est la preuve que le Rambam ne pense pas que c'est la halacha. Que donc cette Gemara, elle n'est pas du tout la halacha, et que donc le fait qu'il y ait des oranges n'est absolument pas un signe de la Géoula, et tout celui qui dit que c'est la Géoula, il ne fait que retarder la Géoula. C'est l'avis du Rabbi de Lubavitch connu. Le problème, c'est que, et je ne peux pas vous donner l'explication de pourquoi il a dit ça, mais le problème, c'est qu'il y a une couchia sur ce qu'il a dit. C'est que le Rambam l'a oui écrit, mais pas là-bas, ailleurs, dans Ilchot Tefila. Parce que dans Ilchot Tefila, le Rambam est posek la halacha, ce qui a marqué dans la Gemara dans Megillah, que l'ordre des brachot dans la Shmoneh Esrei est leikuva, c'est-à-dire que tu ne peux pas mélanger l'ordre. L'ordre, il a un ordre, et il est la halacha. Et la Gemara là-bas explique que pourquoi est-ce qu'on fait Birkat HaShanim avant Birkat HaGeoula? Parce que Birkat HaShanim, la Parnassa, la Gemara cite là-bas le verset qui dit que la terre d'Israël redonnera ses fruits. Et c'est ça qui précède, qui est le signe avant-coureur de la Géoula. Donc là-bas, dans Ilchot Tefila, c'est oui dit par le Rambam. Donc comment ça se fait que le Rabbi Lubavitch, il n'a pas vu ça? Je ne peux pas vous dire. Mais en tout cas, pour la Gemara et pour tous les autres rabbanim, En lecha ketz megoulé misé. C'est le signe le plus évident. Le Rav Kook te dit, cette guerre-là qu'on vit, Première Guerre mondiale, elle va de pair avec ce qui est marqué dans la Gemara. Parce qu'au moment où je te parle, il y a la Première Guerre mondiale, il y a Mikveh Israël, Rosh Pina, Rishon LeZion, Zichron Yaakov, tous les moshavot qui sont en train de fleurir et ça marche. Donc c'est vraiment de ça dont on parle. Bedea Gedola, ou Bigvura Atsuma. Ou Bigvura Atsuma, ou Beigayon Amok, Vechoder, Betshukat Emet, ou Berayon Ba'ir, צריכים לקבל את התוכן הנשוא של אור השם המתגלה בפעולת נפלאה ובעלילות המלחמות הללו בייחוד בעל מלחמות זורע צדקות. Une phrase extrêmement facile à comprendre. Et comme il n'y a que moi qui ai un problème pour la comprendre et qu'on va avoir besoin pour la comprendre d'un tout petit peu plus de temps qui nous reste, eh bien on la comprendra la semaine prochaine. Hazak ou Baruch.